Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Ces enfants ainsi que les mères vivent dans des familles d'accueil. Ils ont fui leur village à cause des attaques incessantes des groupes armés non identifiés. Récemment, ces djihadistes ont tué 20 civils lors d'une attaque contre le village de Lamdamol dans la province de Seno au nord du pays. Une semaine plus tard, plus de 39 civils avaient été massacrés dans un marché de la province de Soum. Pour nous, ce sont les mêmes gens, ceux qui viennent pour voler, ceux qui viennent pour tuer, ce sont les djihadistes. Lors d'une tournée la semaine dernière, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a tenu à rencontrer ces femmes et ces enfants qui ont vu leurs maris, père et fils assassinés pour avoir refusé de se battre aux côtés de groupes armés. Je suis également choqué par l'ampleur des besoins humanitaires. Il s'agit d'une urgence humanitaire de grande ampleur. Les agresseurs ne se sont pas arrêtés au meurtre. Beaucoup sont restés assez longtemps pour détruire les maisons et les écoles, piller des fermes et violer des femmes et des filles. Ces personnes ainsi que leurs hôtes sont confrontées à la pénurie des services de santé, à des écoles inadéquates et à des stocks de nourriture insuffisants. La plupart des membres de ma famille sont arrivés ici mais n'ont rien à mettre sous la dent. Nous dormons en plein air et nous devons aussi garder quelques affaires à l'extérieur. Les organismes d'aide leur fournissent des abris et des articles de secours de base. Mais leurs efforts humanitaires restent entravés par les menaces croissantes des groupes armés. L'aide américaine accordée aux pays en développement et aux organisations internationales est la cible de coupes drastiques dans le budget de l'administration Trump pour la 3e année consécutive. Le Congrès a systématiquement rejeté ces coupes et même alloué plus d'argent, provoquant cet échange au département d'État lundi. Au cours des 3 dernières années, vous savez, ces propositions ont été faites. Et même s'il s'agit d'une réduction de 21% et non de 34 ou 35% comme les années précédentes, les législateurs s'en étaient moqués. Nous nous en tenons à ce budget. Il donne la priorité aux besoins les plus importants identifiés par les cadres du département d'État et l'USAID. Il s'agit d'un processus ascendant qui nous permet d'établir des priorités. Certains membres du Congrès ont rapidement dénoncé les coupes. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre les a qualifiées d'irréfléchies et a déclaré qu'elles affaibliraient le leadership américain dans le monde si jamais elles étaient adoptées. Certains experts insistent sur l'importance de l'aide étrangère pour la diplomatie américaine. Si nous ne le faisons pas, d'autres endroits vont voir plus de violence. Une mauvaise gouvernance est le genre de problème que le président Trump essaie de résoudre en construisant le mur à la frontière sud. Ce sont les choses comme ça que cible l'aide étrangère. Le département d'État affirme que quoi qu'il en soit, les États-Unis resteront le plus grand pourvoyeur d'aide humanitaire et en matière de santé, appelant néanmoins les autres pays et partenaires à faire davantage. L'ultime objectif des recherches ici à l'Université impériale de Londres est d'obtenir un moyen efficace et sûr d'arrêter la propagation du virus d'ici à la fin de l'année. Ils expérimentent leur combinaison essentiellement avec des bactéries. Pour le moment, nous venons d'injecter le vaccin que nous avons produit à partir de ces bactéries aux souris. Nous espérons qu'au cours des prochaines semaines, nous serons en mesure de déterminer les anticorps qu'elles produisent contre le coronavirus. L'élaboration d'un vaccin est un processus laborieux qui implique généralement des années d'expérimentation animale et d'essais cliniques. Mais l'Université impériale de Londres entend accélérer ses recherches pour produire un vaccin sûr et efficace. Nous espérons être les premiers à introduire ce vaccin pour des essais cliniques chez l'homme. Nous espérons le faire le plus rapidement possible afin de permettre aux gens d'y accéder et pour qu'il soit utile sur le terrain. Une grande partie de la recherche mondiale actuelle contre le virus est financée par la CEPI
Coalition pour des innovations dans la riposte aux épidémies. Le groupe a été formé lors du Forum économique mondial de 2017 à Davos pour aider les sociétés pharmaceutiques et les universités à unir leurs forces pour éradiquer les maladies dangereuses et évitables. L'Université impériale de Londres ne travaille cependant avec aucune des équipes en partenariat avec la CEPI. Elle a donc besoin de moyens pour son financement. La Grande-Bretagne recherche de nouveaux partenaires en Afrique. Selon un rapport de l'Overseas Development Institute, l'Afrique compte 1,2 milliard de personnes. C'est l'une des 8 économies à la croissance la plus rapide au monde, avec des profits d'investissement records. Au cours des 20 dernières années, c'est à environ 16%. Et c'est beaucoup plus que dans d'autres pays. Même si vous regardez les profits en Amérique latine ou dans d'autres pays en développement, cette rentabilité élevée en Afrique devrait certainement encourager davantage d'investissements du Royaume-Uni. Le pays essaye de rattraper son retard. Les données de l'Agence du Centre du commerce international montrent que la France et l'Allemagne exportent plus que le double de la valeur des marchandises vers l'Afrique que la Grande-Bretagne. Lors d'un récent sommet à Londres, les chefs d'entreprise africains ont déclaré que la Grande-Bretagne devait être plus proactive après le Brexit. Si le Royaume-Uni reste inactif, le navire partira. Ce train quittera le quai. Les entreprises britanniques doivent venir travailler avec le modèle économique africain. Selon le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays africains doivent redoubler d'efforts pour attirer les investissements. Nous devons développer cette ressource humaine en tant que contribution à l'économie mondiale. Nous devons créer les conditions pour faire de l'Afrique la prochaine usine du monde. Ensuite, vous pouvez dire, la Grande-Bretagne peut-elle intervenir comme tout autre ami de l'Afrique et offrir une partie de la solution? La Grande-Bretagne répond oui, mais de nombreux analystes avertissent que les négociations sur ses relations futures avec l'Europe domineront les négociations commerciales dans les mois et les années à venir. Assailli par la fumée âcre des pots d'échappement et le concert des klaxons, Ayobayo Babade, avocat immobilier, raconte sa semaine cauchemardesque. Lundi, quand l'interdiction a commencé, j'ai passé 7 heures sur la route. Mardi, j'ai passé presque 9 heures dans les embouteillages. Depuis que le nouveau gouverneur de Lagos a interdit par décret les 2 et 3 roues dans la mégalopole tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants, la circulation en ville est devenue un enfer. Cela d'autant plus que la seule alternative s'est résumée au déploiement de 65 bus supplémentaires. Une mesure perçue par certains comme un préjudice. Nous sommes dans une nation où les personnes titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat survivent grâce à ces petits boulots. L'interdit est comme ôter la vie à beaucoup de ces gens, à beaucoup de ces familles. Avant, si je travaille et que je ne suis pas distrait, je peux gagner 2000, 3000, 4000 naira. Certains jours, je gagne jusqu'à 5000 naira. Maintenant, je gagne à peine 500 naira par jour. Entre 2016 et 2019, il y aurait eu plus de 10 000 accidents et 600 décès enregistrés rien qu'à l'hôpital général de Lagos. Les mototaxis prennent souvent les rues à contresens et ne respectent aucune règle de sécurité routière. C'est d'ailleurs l'argument du gouvernement pour les interdire. Les entrepreneurs privés qui ont emprunté plusieurs millions de dollars pour développer les services de mototaxi sur le modèle de Uber sont en tractation avec le gouvernement pour tenter d'obtenir le retrait de la mesure. Ils refusent pour l'instant de s'exprimer. Après plus de 20 ans passés en France, Fadialo a décidé de rentrer vivre dans son pays d'origine, le Sénégal, en 2016. Une année plus tard, elle crée l'Institut académique des bébés, une structure dédiée à la formation professionnelle des métiers de l'enfance. J'ai voulu répondre à 2 problématiques ici en créant l'IAB. La première, c'est une bonne prise en charge des tout-petits, qui est complètement défaillante dans notre pays malheureusement. En plus, beaucoup de femmes aujourd'hui sont au chômage. Contribuer à l'essor du continent, c'est aussi l'une des raisons qui ont poussé Djibril Fall à revenir s'installer en Afrique après plus de 2 décennies passées en Europe, principalement en Suisse. Il est le fondateur d'une ONG spécialisée dans la protection des enfants migrants. C'est une sorte de retour tout simplement d'investissement. L'Afrique a investi sur moi énormément. Chaque mois, plusieurs dizaines de repas se réunissent lors d'un after-work. Awali en est l'initiatrice. Rentrée au Sénégal il y a 3 ans et demi,
Elle a fondé un club destiné à favoriser la réinsertion de ces Africains qui ont longtemps vécu à l'étranger. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un espace d'échange pour les gens comme moi qui venaient ou revenaient des États-Unis ou d'Europe, venir ici concrètement réaliser, ou en tout cas essayer de réaliser l'Afrique de leurs rêves. Difficile de mesurer l'ampleur de ce retour des cerveaux. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ne dispose pas encore de chiffres, mais reconnaît le phénomène et l'encourage même à travers différents programmes. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. L'ailier international camerounais Paul-Georges Ntep a résilié son contrat avec le club allemand de Wolfsburg, lui qui avait été prêté à Kayserispor l'été dernier, avant de faire son retour à Wolfsburg début décembre, prêté à Saint-Étienne. En deuxième partie de saison dernière, Paul-Georges Ntep ne s'y est pas vraiment relancé, pas plus qu'en Turquie, où son aventure du côté de Kayseri n'a duré que 3 mois, la faute aux problèmes financiers du club turc. Il était arrivé en Bundesliga en janvier 2017 contre 5 millions d'euros versés à Rennes. Le natif de Douala n'y a disputé que 19 rencontres. Toujours en Allemagne, Jürgen Klinsmann quitte le Hertha Berlin au bout de 10 semaines seulement. L'entraîneur du Hertha a surpris son club en annonçant sa démission, estimant ne pas recueillir suffisamment de soutien dans la lutte pour le maintien en Bundesliga. Selon le journal allemand Bild, Jürgen Klinsmann voulait avoir des éclaircissements le plus rapidement possible sur la suite de son contrat à Berlin, qui courait jusqu'à la fin de la saison. Ses patrons, disons, voulaient attendre et voir comment les choses allaient évoluer, ce qui a déplu au champion du monde 1990. On le rappelle, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne et des États-Unis était arrivé en fin novembre au Hertha Berlin en remplacement d'Ante Kovic sous sa houlette. Le club a repris quelques couleurs avec plusieurs victoires, dont une de prestige sur Leverkusen 1-0, peu avant la trêve hivernale. Ici, aux États-Unis, parlons à présent de basketball. James Durant et Curry. Dans la présélection américaine pour les JO, LeBron James a été inclus dans la présélection pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, tout comme les blessés Stephen Curry et Kevin Durant. Le coéquipier de LeBron James aux Lakers, Anthony Davis, fait aussi partie de ce groupe de 44 joueurs, parmi lesquels 12 seront choisis pour participer aux JO. La sélection américaine qui tentera d'obtenir un 4e titre olympique consécutif après ceux de 2008, 2012 et 2016 sera dirigé par l'entraîneur de San Antonio, Greg Popovich. Pour finir, faisons un tour sur les eaux de l'océan Atlantique en Afrique du Sud. Trouver l'équilibre parfait entre votre planche et l'eau est l'harmonie dont rêvent la plupart des surfeurs, couplée avec la tendance mondiale vers le respect de l'environnement. Certains passent des planches traditionnelles industrielles à celles en bois, plus artisanales et conçues sur place. Suivez. Dès l'aube, des centaines de surfeurs profitent des rouleaux de l'Atlantique au large du Cap pour glisser. Mais sur l'océan, quelques-uns se démarquent avec leurs planches en bois, conçues par un Sud-Africain soucieux de renoncer aux produits industriels polluants, ou presque. Mathieu ressemble à n'importe quel autre surfeur, mais sa planche de surf est faite de bois. Cela a revigoré mon amour pour le surf parce que c'est une toute nouvelle sensation. Il pagaie différemment, il roule différemment. Vous savez, dans le surf, il s'agit surtout de la sensation. Ancien journaliste, Patrick Burnett s'est lancé il y a une dizaine d'années dans la planche verte. Dans son petit atelier proche du Cap, il en construit de ses mains et en a vendu plus de 800 exemplaires, y compris à l'étranger. Le bois est un matériau unique et vous devez concevoir en fonction de cela. Donc, les formes de planches que je choisis, je pense, sont assorties au bois. Et donc, ces formes conviennent vraiment bien. Taillées pour la plupart dans du cèdre du Japon issu de plantations sud-africaines éco-responsables, chaque planche nécessite jusqu'à 60 heures d'un travail patient. Quant au prix, il peut grimper jusqu'à 1 700 € l'unité, évidemment plus cher qu'un modèle industriel, mais, dit Patrick, c'est là aussi le prix du renoncement au plastique pour un surf tout éco. Voilà, c'est tout pour le sport aujourd'hui, on se retrouve demain. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à demain.